Bonjour Ingrid. Bonjour Thomas. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là, assise en face de moi pour cette 5e série d'interviews pour les ESCE Alumni. C'est moi qui suis très contente d'être là avec toi pour discuter un retour en arrière dans le temps pour moi. Ça va demander de se rappeler de quelques souvenirs quand même assez sympas, mais bon, en vrai, ça devrait bien se passer. Okay. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelle était ta promo? Ok, ça va être facile. Donc je suis promo 2001, donc un peu plus d'il y a 20 ans. Donc je m'appelle Ingrid et je suis en ressources humaines sur toutes les fonctions talent management, gestion de carrière et notamment sur des périmètres un peu industriels, usines. Voilà, en quelques lignes. Voilà. Ce que tu fais. Voilà. Est-ce que tu peux me dire un petit peu quel est ton parcours post-école? Alors post-école, à l'époque, le SCE était en 4 ans. J'avais fait un DESS, l'époque des DESS, en audit interne. Et suite à ce DESS en audit interne, j'ai entamé une fonction d'auditeur interne dans 2 entreprises en fait. J'ai commencé par une entreprise qui s'appelle Chantel, donc tout ce qui est sympathique, la lingerie, tout ça. Donc j'ai été 3 ans dans cet univers-là, en audit, toujours dans un... Alors moi, ce qui est important dans mon parcours, c'est l'international, et ça, je pense que c'est grâce à l'ESCE. J'ai fait différentes fonctions, différentes entreprises, mais toujours dans un environnement multi-pays, ce qui est pour moi super important. Donc effectivement, j'ai commencé chez Chantel 3 ans en audit interne. Ensuite, j'ai rejoint un labo pharmaceutique pendant une 12aine d'années. Là, j'ai fait quelques années encore d'audit interne. Et après, j'ai basculé sur des métiers un petit peu plus opérationnels. J'ai fait un peu de commercial logistique, voilà, pendant quelques années. Et à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux vraiment faire pour le reste de ma carrière? Et j'ai fait un bilan de compétences. Et c'est comme ça que je me suis orientée plutôt vers les ressources humaines. Et j'ai commencé les ressources humaines par le HR controlling, parce que voilà, avec mon parcours, ça faisait du sens. Et avant de rejoindre l'entreprise actuelle dans laquelle je suis, Faurecia, pour le côté RH, mais plutôt soft RH, plutôt orienté soft skills, développement, accompagnement. Donc le côté RH sur les plans de licenciement, c'est pas forcément là où tu vas en priorité. C'est pas ce que je préfère. Alors, pour autant, dans mon poste actuel, comme je suis sur un environnement industriel, selon les programmes qu'on a ou qu'on n'a plus, il y a des restructurings qui ont lieu. Voilà. Après, moi, je ne suis pas sur la partie vraiment légale, mais plutôt accompagnement, suivi, quoi. D'accord. Voilà. Et donc, tu as toujours cette partie internationale où, du coup, tu es basé en France, oui, mais tu vas quand même souvent à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, justement ou... Ouais, depuis que j'ai quitté le SCE, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu des postes internationaux, mais basés en France. Alors peut-être qu'au début de ma carrière, j'aurais aimé partir à l'étranger, mais l'opportunité ne s'est pas présentée. Ou j'ai pas forcément cherché non plus, parce que j'avais des postes où je bougeais pas mal, et du coup, ça m'allait bien comme ça. Et ensuite, j'ai eu ma famille, donc forcément, la question s'est même plus posée. Mais je garde toujours cette dimension internationale dans ma vie professionnelle. C'est important pour moi. Ouais. Et avec le côté international, il y a eu le Covid-19 qui est arrivé il y a quelques temps maintenant. Comment ça a été vécu au sein de la société dans laquelle tu étais, tu es toujours, et par rapport à toi sur ta façon de travailler et d'échanger? Alors au niveau de l'entreprise, ça a été vraiment plutôt bien géré, je trouve, hyper réactif. En même temps, on n'avait pas le choix. Donc en fait, c'était bien géré, mais de toute façon, voilà, tout le monde est resté chez soi le temps du Covid. Après, je pense que ça a généré quand même un changement d'état d'esprit un petit peu avec une accélération du télétravail. Faurecia était déjà porteur de télétravail, mais ça a encore plus démocratisé cette flexibilité-là. Après, d'un point de vue perso, moi, franchement, je l'ai super bien vécu. Après, j'ai la chance, je suis en appartement, mais dans un appartement, dans une ancienne maison, donc il y a un jardin. Donc je pense qu'on n'aurait pas eu le jardin, on l'aurait peut-être pas vécu pareil. Mais moi, je l'ai vécu comme un super moment où on s'est retrouvés en famille. Parce que comme je bossais quand même, je bosse pas mal, du coup, j'ai pas trop de temps de famille la semaine. Et du coup, là c'était top en fait. Moi, on a bien aimé en fait. Ouais. Et du coup, le côté télétravail est revenu un peu comme avant, aujourd'hui.
ou est-ce que du coup, ce côté hybride est quand même beaucoup plus présent Il est plus présent. En fait, il y a eu un nouvel accord qui a été signé pour augmenter le temps de télétravail et ça marche plutôt bien. Non, il n'y a pas eu de retour en arrière comme on entend pas mal en ce moment dans les infos. Certaines boîtes reviennent un peu en arrière. Après, on n'est pas sur du 5 jours de télétravail non plus par semaine. Hein. On est dans une moyenne, nous on est à 8 jours par mois en fait. Donc pour moi, en tout cas à titre perso, moi c'est un bon ratio parce que ça me permet de sociabiliser quand même avec les collègues et en même temps j'ai mes 2 jours à peu près en moyenne chez moi. Et c'est resté. Et pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Et est-ce que tu sens que le télétravail peut avoir ce petit côté un peu plus difficile, en tout cas pour l'intégration des nouveaux, des plus jeunes en tout cas, qui viennent sortir d'école et qui ont plein de choses à apprendre, on va dire l'expérience des moins jeunes, des plus anciens dans la boîte. Est-ce que ça peut être un peu plus compliqué pour eux cette façon-là? Ouais, c'est plus compliqué, effectivement. Nous, on travaille beaucoup avec des personnes en alternance. Donc il y a eu beaucoup d'alternants qui sont arrivés au moment du Covid et puis un peu de temps après, paf, Covid. Donc ça a été compliqué pendant le Covid. Après, je pense que nos 2 jours de télétravail par semaine, ils se gèrent quand même bien, à mon avis. Après, ça va dépendre du manager et du jeune arrivé, j'ai envie de dire. Je pense que si on arrive à se caler sur les jours de télétravail ensemble et qu'on a un temps d'entreprise... Pour moi, le principal, c'est quand même d'avoir un temps de présence en entreprise ensemble qui soit quand même significatif. Si ça, c'est bien présent et qu'il y a une collaboration en physique pendant ces quelques jours-là, le reste, la visio, le Teams, tout ça, ça marche quand même super bien. Ça dépend de son envie d'apprendre aussi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai toujours passé du principe que si quelqu'un qui n'a pas envie de bosser ou pas envie d'apprendre, qu'il soit chez lui au bureau, c'est pareil. Donc après, dès l'instant où la connexion se fait au bureau quelques jours, le reste... Et comment ça se passe justement au niveau télétravail dans les pays avec lesquels tu peux travailler hors de la France? Alors en fait, les pays avec lesquels je travaille, quand c'est des postes plutôt bureau, ils fonctionnent un peu comme moi en fait. Il y a du télétravail pareil. Là où c'est plus compliqué, c'est aujourd'hui dans mon périmètre actuel, je travaille à 100% avec un périmètre usine. Donc forcément en usine, il y a très peu de télétravail. Et c'est un sujet d'ailleurs, parce qu'en termes d'attractivité, même si on est en usine, souvent les jeunes qui arrivent, ils ont envie d'avoir un peu de télétravail, donc c'est un vrai sujet d'actualité. Mais donc j'ai envie de dire que c'est un peu pareil, sauf que les métiers que moi je suis aujourd'hui s'y prêtent moins. D'accord. Si on parle des entreprises que tu as pu faire, laquelle t'a le plus marqué? Laquelle m'a le plus marqué? Où tu t'es le mieux entendu, où tu as appris le plus de choses C'est très difficile en fait. C'est très difficile. J'ai adoré mes 12 ans dans le labo pharma, le LFB, dans lequel j'étais, parce que c'est une entreprise qui fabrique des médicaments dérivés du plasma, donc issus des donateurs de sang. Donc il y a une vraie vocation humainement parlant qui rend le métier très intéressant, avec une diversité de métiers liés au monde pharmaceutique qui est très chouette. Pour autant, je ne peux que choisir Faurecia, je pense en termes d'entreprise, que c'est quand même l'entreprise qui m'a permis de faire ma reconversion professionnelle dans le monde des ressources humaines, vraiment talent management. Au sein même du coup de là où tu étais avant? Alors tu étais dans la même entreprise et tu as changé complètement de... En fait, c'est entre guillemets pire que ça. En fait, c'est-à-dire que moi, j'étais pas dans le monde des ressources humaines, j'ai juste fait des ressources humaines en HR controlling dans l'entreprise pharma dans laquelle j'étais. Et j'ai fait mon bilan de compétences, ça m'a permis ce shift en HR controlling. Mais ensuite, j'ai voulu vraiment m'orienter plutôt vers le RH, plutôt développement. Et j'ai quitté mon entreprise et je suis retournée à 40 ans sur les bancs de l'école pendant une année. Et j'ai rejoint Faurecia en janvier 2019 en stage. Donc c'est pour ça que pour moi, cette entreprise, elle m'a donné cette opportunité-là de changer de carrière à 40 ans. Super sympa. Ouais, non, c'est... Et atypique pour le coup. C'est très atypique. Et je me suis jamais mal sentie dans cette entreprise en arrivant en tant que stagiaire. Alors c'est très bizarre comme positionnement, on va pas se mentir. Mais d'être managé par des plus petits jeunes pour le voilà, coup, là, c'est ça. Ouais, non, c'est très particulier, mais en même temps, c'était très bienveillant. Il n'y avait pas de jugement, donc non, forcément, je choisirais Faurecia.
Là, tu m'as parlé du coup des différentes entreprises dans lesquelles tu as pu travailler, aller. Est-ce que avoir sa propre entreprise, pardon, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans le futur? Oui, Comme c'est très à la mode. oui, c'est très à la mode. Alors, c'est marrant parce qu'au moment où je me suis posé la question, j'ai fait mon bilan de compétences et je me posais la question de ce que je voulais faire. Je suis partie. Alors, le bilan de compétences, des fois, on part dans des délires un peu extrêmes, c'est le but. Et là, j'étais partie dans de l'entrepreneuriat, mais vraiment complètement différent de ce que je faisais à l'époque et de ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc c'était une idée, mais pas plus réaliste que ça. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas posée dessus. Aujourd'hui, j'ai fait une formation de coaching professionnel. Je suis certifiée et je me pose la question à terme. Je le ferai, je le ferai pas, je ne sais pas. Mais j'y pense. Oui, c'est pas impossible en tout cas. D'accord. Du coup, Forestia, c'est un secteur sur la partie mobilité, l'automobile. Donc comment ce secteur-là pourrait évoluer dans le futur, d'après toi? Alors, c'est un secteur qui est vu de façon très traditionnelle en fait, mais qui pour autant opère déjà un gros virage aujourd'hui vers tout ce qui va être plutôt zéro émission. En fait, il y a une vraie conscience environnementale qui commence à être fortement prise par le secteur automobile. Ça fait déjà quelques années avec l'électrique, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et de toute façon, c'est quelque chose qui doit se faire parce que pour la survie du business, on est obligé d'aller vers ce type de développement. Et notamment, là je prends ma casquette RH pour être un peu plus attractif, pour attirer les jeunes sur le marché du travail dans l'automobile. Si on n'est pas sur des sujets justement qui va aller vers l'écologie, vers la prise en compte de l'environnement, on va avoir de plus en plus de mal. C'est déjà le cas aujourd'hui. Donc pour moi, c'est... Justement, tu as dit le mot mobilité, et c'est vrai que je pense que souvent quand on parle de l'automobile, en tout cas historiquement, on pensait beaucoup à la technologie de l'automobile. Et de plus en plus, il faut que le secteur soit plutôt dans un mindset, pour moi, d'expérience utilisateur, de mobilité. Justement, tu as parlé de mobilité, c'est vraiment ça pour moi, et pas forcément la technologie en tant que telle. Même si la technologie porte l'expérience utilisateur, mais pour moi, il faut se développer plutôt dans ce marketing-là, on va dire. Et c'est en bonne voie? Ouais, en tout cas, ça travaille dur. Ils font tout pour. Ils font tout pour, ouais. Très bien. Si on passe plus sur une partie maintenant un peu plus carrière et du coup post-ESCE, comment est-ce que tu vois le réseau? Le réseau par exemple de l'ESCE Alumni, est-ce que pour toi il a une importance et pour la suite de la carrière, est-ce que ça peut jouer un rôle? Alors c'est marrant parce que j'ai accepté de venir pour l'entretien parce que forcément c'est parce que pour moi c'est important et que je trouve que ça a une vraie valeur. Pour autant pendant 20 ans je ne m'y suis pas plus intéressée que ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas te dire pourquoi du tout. Je pense aussi que par les expériences que j'ai eues à l'étranger avec l'ESCE, j'ai développé un réseau dans mes expériences à l'étranger. Grâce à l'ESCE en fait. Et du coup j'ai plus des contacts avec... Oui, par cette expérience à l'étranger avec le SCE. Et maintenant, avec du recul, je me dis c'est dommage. Et j'aimerais bien reconnecter finalement avec le réseau. Parce que, ouais. Il y a pas mal enfin pas d'activités, mais de réunions, de soirées, on va dire un peu networking, after work qui sont organisées avec les alumni ESCE, où du coup ça permet aussi de retrouver des anciens par hasard qu'on a pu connaître avant. Ouais, c'est sympa. Puis, c'est fait assez souvent. Ok. Non, mais effectivement, non, mais c'est vrai que je ne me suis pas du tout préoccupée depuis... En fait, je pense que ce qui a déclenché aussi, c'est que je me suis reformée, comme je te le disais tout à l'heure, je me suis reformée. Et là, j'ai gardé le réseau et je me suis dit, mais c'est tellement bête en fait, parce que le SCE, c'est un réseau avec des promotions beaucoup plus larges. Ça a un pouvoir énorme en fait. Et du coup, je pense autant en termes de retrouvailles avec des anciens qu'on a pu connaître que de création du réseau, que pour la gestion de carrière. Je pense que ça a un pouvoir très fort. Donc ouais, non, c'est important. Et tu donnerais quoi comme conseil pour les alumni ESCE, par exemple? Pour les alumni de l'ESCE, dans sa carrière, c'est difficile. Après, chacun a son propre parcours. Moi, ce que je pense par rapport à moi, ma propre expérience, ce qui est important, c'est de s'écouter. Et si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, qu'on a envie de changer, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On n'est pas forcément très novateur en France sur les reconversions, mais quand même, on est beaucoup mieux qu'il y a 20 ans. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, en fait. C'est clair. Et sur la partie école, est-ce que
quand tu te rappelles de tes années école. Quand je ressors les archives, quoi. Un petit peu, avant 2001. Est-ce que tu as un souvenir marquant de tes études à l'ESCE? Ouais. Alors, en fait, j'ai plein de petits flashs. Après, des choses très précises, c'est compliqué. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon année en double diplôme que j'avais faite aux Pays-Bas. Et c'est un événement super marquant. Alors, c'est pas un one-shot, ça dure une année quand même, donc c'est... C'est un ensemble? C'est un ensemble, mais pour moi, c'est hyper marquant parce que j'ai rencontré des gens géniaux, j'ai passé une super année, autant en études, mais franchement aussi à côté. Enfin, c'était une super expérience. Et ouais, je dirais que c'est ça. Ouais. Bah, les expériences à l'étranger, c'est ce qui m'a le plus marqué avec l'ESCE quand même. Bon, je pense que j'ai déjà un mot pour ma prochaine question. Vas-y. L'ESCE en 3 mots. Ouais, international. Exact. International, expérientiel, avec les stages, les expériences à l'étranger. Mot tendance, diversité, je pense. Mais tendance, mais qui s'applique vraiment bien à l'ESCE, je pense. Ça résonne bien. Ouais, ça résonne bien. Et quels sont pour toi les atouts de l'ESCE qui ont pu t'aider pour la suite de ta carrière? Alors moi, les atouts de l'ESCE, alors c'est son fort réseau à l'international, ça c'est clair, c'est super fort. Ça l'était déjà il y a plus de 20 ans, donc j'imagine qu'aujourd'hui ça l'est encore plus. Après, la qualité quand même des cours, en tout cas moi quand j'y étais, ça m'a donné une expertise dans tout ce qui était import-export qui me sert toujours aujourd'hui, même en RH. Enfin, quand j'entends mes collègues de la logistique et tout, je ne suis pas larguée, je sais de quoi ils me parlent. Comme les incoterms. Voilà, Ouais. Et on en a toujours besoin, quel que soit le métier. Même en RH, je ne me sens pas stupide dans les réunions, je comprends un peu le sujet. Donc non, ça donne une vraie expertise sur certains sujets. Et des bases qui vont suivre derrière. Oui, parce que vraiment, c'est des bases qui restent. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une mémoire en général. J'apprends, j'oublie. Enfin, je retiens plus par l'expérience et la pratique. Mais en revanche, tout ce qui était effectivement pratique de technique à l'export, tel qu'on l'appelait, c'est vraiment resté. Et tout à l'heure, c'était un conseil pour les alumni. Est-ce que là, tu as un conseil pour les étudiants, cette fois, de l'ESCE? Pour les étudiants, d'en profiter parce que franchement, le temps passe vite. Donc, quand on y est, il faut vraiment en profiter et puis faire un maximum d'expérience à l'étranger, je pense. Si on peut, il faut le faire. Parce que c'est ça qui marque le plus. Et est-ce que tu as une anecdote marquante? Une anecdote marquante. Un souvenir particulier avec je sais pas, un prof, un BDE, Là, tu vois, tu arrives à ma mémoire de poisson rouge. Je ne saurais pas te répondre. J'ai plein de petits flashs, mais une expérience, non, je ne saurais pas te dire. On passe. Ouais, joker. Si on passe sur une partie un peu plus personnelle, comment est-ce que tu fais, toi, pour allier la partie perso et la vie pro? La vie perso et la vie pro, déjà, alors ça paraît peut-être bête comme ça, mais je bosse pas les week-ends. C'est une règle que je me fixe et je déroge quasiment jamais. Et ça a été le cas depuis le début? Ouais, c'est très rare que j'ai bossé le week-end. Et c'est un besoin pour moi personnellement, et c'est ma soupape. Et puis pour la famille, c'est un respect pour eux aussi que moi je me donne parce que la semaine justement, ce que je disais tout à l'heure, je suis quand même assez, je bosse pas mal, donc je suis quand même pas forcément beaucoup présente. Sauf comme l'international, comme je le disais, c'est important, je voyage quand même assez régulièrement. Donc ouais, les week-ends. Et puis j'ai de la chance, j'ai un mari qui gère très très bien aussi la famille. Donc on a un bon équilibre. C'est un équilibre de famille pour moi, l'équilibre pro-perso. Donc il faut que ça fonctionne, enfant, mari, soi. Donc ça va. Et justement, est-ce que cette famille, ta famille, elle a influencé tes choix de carrière? Pas franchement. Pas franchement. J'ai jamais eu à faire un choix, en tout cas par rapport à une contrainte familiale. Est-ce que ça a influencé? Non, je pense pas. C'est plutôt moi qui ai voulu faire mes choix parce que j'ai envie d'être bien dans ce que je fais, bien dans mon quotidien, et eux qui ont été soutenants par rapport à ça, j'ai envie de dire. Après, peut-être qu'inconsciemment, il y a quand même une influence dans le sens où
c'est important de montrer, je pense, à la famille, aux enfants surtout, que on est content d'aller au boulot le matin pour leur donner un peu envie après de bosser, quoi. Donc je pense, voilà, c'est plus en termes d'image à renvoyer aux enfants. Mais sinon, non. D'accord. Ma dernière question, elle est un peu philosophique. Ok. Réussir sa vie, comment tu pourrais le définir? Vous avez 2 heures. Oh, c'est... ouais. Pour moi, la réussite de la vie, c'est d'abord personnel. Enfin, je le vois comme ça. Je pense qu'en fait, pour être bien, il faut réussir sur les deux côtés, dans le sens où il faut se plaire dans les deux côtés. Il faut avoir une famille dans laquelle on se sent bien. Et il faut avoir un boulot, on est content d'aller le matin. Parce que si on a une famille dans laquelle on se sent bien, avec des beaux projets perso, mais que 5 jours par semaine, on n'a pas envie d'y aller, c'est quand même dur de dire qu'on a réussi sa vie. Et en même temps, à choisir, je préférerais me galérer dans un boulot, mais être contente à côté de ce que je construis avec ma famille. Donc je pense que c'est de trouver le juste milieu et surtout, pour moi, réussir sa vie, c'est prioriser le perso, tout en faisant que si ça ne va pas dans le pro, on n'est pas marié avec le pro, donc on change, on adapte ce qu'il faut changer. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup Ingrid. Merci Thomas.